Donc, bonjour à Ségolène Crène et Tanguy Le Dantec. Merci de nous accompagner ce soir au sein du PMI Lyon dans le cadre de la conférence sur l'environnement. Pourquoi passer de l'injonction à l'action? Nous sommes ici au sein de l'EPITA de Lyon. J'ai le plaisir de vous poser quelques questions en lien avec ce sujet-là, dont vous partagez effectivement cet intérêt commun pour la prise en compte des problématiques d'environnement dans la gestion de projets. Je commence par vous, Ségolène. Comment accompagnez-vous concrètement les chefs de projet dans les organisations pour améliorer leur impact écologique et environnemental dans les projets? Merci. Concrètement, on va être là pour leur amener toutes les données et mettre à disposition tout ce dont ils ont besoin pour prendre en compte les enjeux environnementaux. Donc on va apporter des enjeux liés à un secteur, un projet particulier, et on va aussi essayer de mettre à disposition tous les outils environnementaux qui existent pour calculer, pour réduire les impacts d'un projet en particulier. Merci Ségolène. J'ai une deuxième question pour Tanguy. Quelles actions concrètes peut-on prendre aujourd'hui pour tenir compte de l'environnement en tant que gestionnaire de projet quand on n'est pas toujours décisionnaire au sein des organisations que l'on accompagne? Alors c'est un bon point parce qu'effectivement les chefs de projet ne sont pas décisionnaires, ne choisissent pas les projets sur lesquels ils travaillent. Ça, c'est plutôt le rôle des sponsors. Par contre, ils ont quand même une certaine latitude sur la façon de conduire les projets. Par exemple, ils peuvent décider de favoriser l'éco-conception dans la conception d'un nouveau produit, plutôt que de partir sur quelque chose de très classique. Donc ça, c'est quand même un peu à la main du chef de projet. Ils peuvent décider de changer le cahier des charges des fournisseurs. Par exemple, lorsqu'ils consultent, de dire on va mettre une clause plutôt environnementale sur le respect des clauses environnementales ou sur les économies d'énergie dans les contrats qu'on va passer. Donc ça, déjà, ça a quand même une influence. Ils peuvent regarder le cycle de vie du produit, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter uniquement sur quelque chose, une fois qu'on a vendu, on ne s'en occupe plus, mais également en termes de recyclabilité. Donc ils ont beaucoup de leviers. La seule question qui aujourd'hui se pose, c'est comment eux, ils se mettent dans cette dynamique-là et ils favorisent cette action-là. On pourrait ajouter un dernier exemple. Comment je vais organiser mon équipe pour éviter, par exemple, d'avoir une équipe projet worldwide, ce qui était très à la mode il y a 15 ans. Mais effectivement, avoir une équipe avec un équipier en France, un équipier aux États-Unis, un équipier en Chine et un équipier en Inde, c'est pas en termes environnemental tout à fait la même chose que de dire je vais plutôt faire une équipe européenne, par exemple. Donc, ils ont quand même un certain nombre de leviers, mais il faut qu'ils s'en saisissent et qu'ils aient cette conscience du rôle qu'ils peuvent jouer en termes environnemental dans les projets. Merci Tanguy. Par contre, quand on travaille sur des projets qui, à première vue, semblent sans lien direct avec l'environnement, comment fait-on pour être acteur tout de même de la prise en compte de l'environnement? Est-ce qu'il faut absolument être dans des projets verts ou des métiers verts pour avoir un impact environnemental dans son rôle de chef de projet? En fait, la réponse est assez simple. Il n'y a pas de projet qui n'ait pas d'impact environnementaux, hein. Même les simples projets d'organisation vont réunir une équipe projet qui va avoir va consommer de l'énergie, avoir des impacts, des déplacements, la façon de travailler ensemble. Donc là, de toute façon, il y a techniquement, à partir du moment où on change quelque chose, où on fait quelque chose, va y avoir des enjeux environnementaux. La seule question, effectivement, c'est il y a des projets qui vont avoir des impacts environnementaux plus évidents, mais tous les projets ont un impact environnemental. Il faut juste se saisir de la question, qui est souvent amené d'ailleurs par un équipier ou par un chef de projet, mais il faudrait que ce soit un peu plus systématique. Mais il n'y a pas de projet pas vert, si je devais le dire ainsi. Merci. La fresque du management de projet dont vous êtes le créateur permet aux équipes projet de se familiariser avec les enjeux environnementaux clés d'un projet. Comment l'utiliser pour leur permettre concrètement de passer à l'action? C'est la thématique de notre conférence ce soir. Au-delà de la sensibilisation, comment l'utiliser pour passer à l'action? Alors, la fresque du management de projet, pour ceux qui connaissent les fresques, hein, c'est un peu la même logique que la fresque du climat, qui donc est un outil de sensibilisation sur les enjeux environnementaux tout public, avec 3 millions de personnes qui ont été sensibilisées. Elle a une petite faiblesse, c'est qu'elle d'abord elle parle que du climat. Alors l'environnement, c'est un peu le climat, un peu l'énergie, un peu l'eau, un peu le plastique, un peu les pollutions. Donc c'est assez large.
Et bien sûr, une équipe projet ne peut pas se permettre de faire la fresque du climat, la fresque océane, la fresque de l'eau, la fresque de l'énergie. Donc la fresque du management de projet a pour volonté d'avoir une vision vraiment globale des enjeux environnementaux que peuvent rencontrer un projet sur l'eau, les gaz à effet de serre, l'énergie et les différentes autres composantes. Et il y a également une grosse partie qui est consacrée au passage à l'action, puisque concrètement, l'idée c'est de réunir une équipe projet ou une communauté de chefs de projet avec un PMO par exemple, et de dire, voilà, il y a une partie création sur comment on comprend les enjeux environnementaux, mais surtout, ce qui va être clé, c'est d'avoir du temps pour définir, dans mon projet, on va travailler sur l'axe, par exemple, eau, et on va travailler sur un plan d'action concret dans le cadre de mon projet sur comment réduire la consommation en eau, ou comment mieux utiliser l'eau, ou comment avoir un cycle de vie du produit qui utilise moins d'eau. Et donc ça, c'est très concret, et le but, c'est d'avoir une sorte de sensibilisation de l'équipe projet, et de passer à l'action. C'est vraiment la volonté de passer à l'action avec des gens qui ont une même culture, un même objectif, un langage commun, ce qui n'est pas le cas dans les fresques du climat où on a du tout public. Donc c'est vraiment centré pour les chefs de projet et leurs équipes ou pour les communautés de chefs de projet ou de PMO pour passer à l'action. Donc Ségolène Crène, vous êtes directrice de mission développement durable chez Scalian et vous animez dans ce cadre une communauté de plus de 80 experts. Mais aujourd'hui, est-ce que la gestion de projet est vraiment le meilleur métier pour être utile à la planète? Alors, je vais faire court et simple. Ce n'est pas le meilleur métier, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de compétition entre les métiers. Il y a juste une addition de métiers différents qui vont apporter des compétences et des points de vue différents qui vont permettre à tout le monde d'avancer dans une même direction. Et la direction qu'il faut suivre, c'est la direction qui se veut plus vertueuse pour l'environnement. Donc, merci Thomas Norway et Laurent Horvat de nous accompagner ce soir dans le cadre de la conférence PMI Lyon sur l'environnement. Nous sommes ici à l'EPITA de Lyon. Je vais commencer par Thomas, qui est donc spécialiste en systémique de l'énergie. Thomas, aujourd'hui, quels sont les freins pour la prise en compte des questions environnementales dans les projets et quelles pistes très concrètement pour lever ces freins? Eh bien, en termes de freins, moi, le premier frein majeur que je vois, c'est l'accès aux données qui soient fiables et certaines, dans le sens où, en fait, dans la situation d'une transition, d'une modification profonde de la société, en fait, il n'y aura pas de bon ou de mauvais choix. En fait, on va juste se retrouver face à des conséquences. Et je pars du principe qu'il faut connaître ces conséquences afin que des décisions les plus démocratiques possibles puissent être prises. Donc, pour moi, le frein premier, c'est de disposer d'une information fiable pour que tout un chacun, de manière démocratique, puisse faire sa propre balance coût-bénéfice-risque selon sa propre échelle de valeur. Donc, merci Laurent, vous êtes géoéconomiste et vous étudiez depuis au moins une décennie l'impact des énergies sur les économies. Quels sont les enjeux géopolitiques et énergétiques pour la France et l'Europe? C'est une question qui est très compliquée, parce que maintenant il y a la guerre en Ukraine, où il y a la Russie qui détenait une grande partie en tout cas du gaz et du pétrole qui était livré pour l'Europe. Alors la question c'est de savoir mais où est-ce que l'Europe va se fournir en énergie, notamment en pétrole, en gaz dans les années à venir, et ça c'est la grande question. Alors c'est beaucoup plus simple par exemple si on prend pour les États-Unis qui eux-mêmes ont des réserves, et puis que la Chine se sont, entre guillemets, emparés du pétrole du Moyen-Orient et sont allés faire les emplettes un peu partout. Donc ça risque d'être assez compliqué. Donc le petit conseil qu'on peut donner, c'est comment est-ce qu'on peut se faire pour se passer de pétrole ou de gaz ou des énergies fossiles dans les années à venir, ou en tout cas diminuer la consommation que l'on fait. Merci Laurent. Thomas, quel est l'impact aujourd'hui d'une éventuelle transition sur l'emploi? Alors, il faut savoir que l'emploi
Et aussi, en fait, est le corollaire d'un choix de société. Donc, qui fait quoi pour quel montant, en fait, pour quelle part de l'énergie qui est disponible pour l'ensemble. Donc, la question de l'emploi est aussi fortement politique. Et c'est un choix qui peut aller d'un extrême à un autre en termes d'emploi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi ne peut pas disparaître, il ne disparaîtra pas, il va juste être différent. Et donc, on va avoir une baisse du tertiaire avec un renforcement du primaire et du secondaire. Donc, moins d'emplois de service et plus d'emplois de production. Laurent, la prochaine question porte sur la situation énergétique que nous avons connue l'hiver 2022. Pensez-vous qu'elle pourrait se reproduire ? En 2022, on a eu énormément de chance. Pourquoi ? C'est parce que le climat a été très gentil avec nous. Ça veut dire qu'il y a eu un hiver qui était très très chaud, donc on n'a pas eu besoin de chauffer autant qu'on aurait voulu. Le chauffage, c'est de l'électricité ou bien c'est du gaz, entre autres, ou bien du fioul dans certains pays. Donc là maintenant, de s'imaginer ce que sera l'hiver prochain, donc s'il va faire un hiver qui sera froid, on risque à nouveau d'avoir des petits soucis. S'il sera chaud, ça sera nettement plus simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réserves de gaz, par exemple, si je prends dans la plupart des pays d'Europe, on est environ, pour parler suisse, à 70%. Hein. Par contre, ces réserves, elles tiennent 2 à 2 mois et demi, quoi. Donc, si on n'arrive pas à accéder à ce gaz, et puis il n'y a pas que nous qui accédons à ce gaz, hein, il y a aussi la Chine, il y a d'autres pays, il y a d'autres continents qui veulent avoir. Donc, on est en train de se cannibaliser entre nous. Et puis, la grande question de savoir, on n'est en tout cas pas sauvé. 2, ça va dépendre du temps. Et puis 3, pour l'instant, les mesures que les gens se disent, hein, ce qui s'est passé l'année passée, en 2022, tout est bien, on nous a fait peur, on a fait peur à beaucoup de monde, donc les gens vont être un peu plus relax. Et puis c'est peut-être là, en étant beaucoup plus relax, que peut-être les choix, pas les bons choix vont se faire. Donc ceux qui ont une boule de cristal peuvent prédire quelque chose. Pour l'instant, ça va être très compliqué. Il faut être un peu vigilant. Thomas, en tant que spécialiste en systémique de l'énergie, pourquoi pensez-vous qu'il faut changer d'approche analytique ? Parce qu'on se retrouve en fait face à un problème que nous n'avons pas connu. Historiquement, on a toujours eu plus d'énergie qui nous permettait de simplifier la complexité. Et maintenant, il va falloir absolument complexifier le raisonnement pour simplifier la complexité. En fait, l'énergie facile étant derrière nous, on va devoir compenser les simplifications qui nous ont été permises par des énergies faciles, par une amélioration, une optimisation faite par du jus de cervelle. Donc il faut changer vraiment la manière dont on voit les sociétés et le monde et ne pas prendre des règles qui semblent simples pour acquises et valables en tout temps. Laurent, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour les entreprises qui sont consommatrices d'énergie et pour les clean tech ? Alors, la première problématique, c'est le prix. Donc, ça veut dire que les équipes de management vont devoir bloquer le tarif, si c'est du gaz ou de l'électricité, on doit faire attention. C'est que des années précédentes, on s'en fichait un peu parce qu'on en avait une grande quantité, puis c'était bon marché. Par contre, si on prend certains pays, par exemple comme la France, le gouvernement est venu aider financièrement, donc ça pourrait apporter un certain laxisme pour dire de toute façon c'est pas grave si on ne prend pas de décision et si on prend même des fausses décisions, le gouvernement va nous aider. Il y a d'autres pays par exemple comme la Suisse où les gens sont responsabilisés puis ils ont fait des erreurs. Par exemple on n'a pas bloqué le prix sur 2-3 années, c'est comme on le fait par exemple avec les hypothèques, on a une maison, on bloque le taux. Voilà. Si j'étais une entreprise aujourd'hui et si je devais produire avec du fuel ou avec du gaz, j'essaierais de sortir de ces deux composants parce que la volatilité est tellement grande que c'est très compliqué à savoir quel sera le prix pour les années à venir. Donc moi j'essaierais de sortir de ce système-là le plus rapidement possible, déjà simplement parce que on arrive à des plateaux de production et ça fait des années qu'on annonce ces plateaux de production. Et donc, ça va être très compliqué pour les années à venir. Par contre, pour les entreprises qui, elles, sont dans le clean tech, ou bien qui sont en avance, ou bien les dirigeants sont très efficaces, alors là, il y a des opportunités qui sont extraordinaires, quoi. Ça va pour créer des emplois, rechanger un peu la manière dont on fait les produits, dans la manière dont on commercialise. Donc là, il y a
Évidemment, il y aura des perdants, mais si les gens sont un peu intelligents, sont un peu innovants, il y aura des gagnants. Donc Thomas, merci à nouveau d'être avec nous. En tant que spécialiste en systémique de l'énergie, pensez-vous que l'on peut être aujourd'hui optimiste? Alors, l'optimisme, de nouveau, c'est quelque chose de relativement subjectif. Je veux dire, comme l'a dit Laurent, il y aura peut-être des perdants, il y aura peut-être des gagnants. Mais perdants ou gagnants, c'est deux conceptions de ce qu'on possède et de ce qu'on a, de ce dont on peut jouir. Et donc, c'est plutôt une question de philosophie, de savoir si on peut être optimiste ou pas. Moi, personnellement, je suis optimiste parce que je pense qu'il y a beaucoup à y gagner. C'est des challenges très intéressants, des nouveaux problèmes avec des solutions, une nouvelle manière de concevoir les choses. Donc, moi, personnellement, d'une manière très subjective, je suis optimiste. Après, pour cette notion d'optimisme va être aussi reliée à... on ne peut regretter que ce qu'on a connu. Donc, je pense que en fonction des générations, la question se posera très différemment. Laurent, parlant des marchés européens, quels sont les impacts de la volatilité des prix de l'électricité? Alors aujourd'hui, on arrive à des situations qui sont totalement absurdes. C'est que, par exemple, si je prends de 14h à 16h, le prix peut être négatif. Ça veut dire que les gens qui produisent de l'énergie doivent donner de l'argent pour se débarrasser de l'énergie. Et puis à partir de 18h, quand les gens rentrent à la maison, consomment plus, le prix revient nous en positif. Ça veut dire qu'il faut peut-être payer 6 centimes dans l'après-midi parce qu'il y a beaucoup de solaire qui vient, il y a beaucoup d'éolien qui vient. Et puis le soir, il y en a moins, donc l'électricité est un peu plus chère. Donc c'est très très compliqué à savoir quel sera le prix pour les années à venir. Et puis surtout, si on veut faire par exemple une installation toute simple, un panneau solaire, c'est bon marché, on peut se dire, là on peut prendre le risque. Par contre, pour des plus grandes installations, là on est totalement dans le flou. On ne sait pas si ça vaut la peine de faire des grandes installations, de dépenser beaucoup d'argent. Puis le point crucial, c'est comment est-ce qu'on va stocker cette énergie. Alors, est-ce que ce sera de nouveaux produits? Par exemple, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être des batteries électriques, je ne sais pas. Quel sera aussi l'impact des véhicules ou des moteurs électriques sur notre avenir? En fait, on vit une époque qui est absolument passionnante. D'habitude, ça ronronne depuis des années. Et là, on voit que ça bouge, que c'est passionnant, que les choses avancent, que les choses évoluent. Alors, pour certains, ça fait peut-être un petit peu peur, puis les autres, il y a vraiment des belles opportunités. Et je pense que c'est aussi de prendre conscience quelle est la valeur de l'électricité, parce qu'essayer de vivre une journée sans électricité, donc ça plus de smartphone, plus de... les pâtes, vous n'arrivez pas à les cuire, plus de frigo, enfin plus rien, quoi. Et l'électricité, c'est vraiment quelque chose qui est crucial. Et à mon avis, l'électricité, pour l'instant, est trop bon marché par rapport à sa véritable valeur. Et c'est peut-être aussi prendre conscience de ça, c'est qu'il faut prendre l'électricité, puis toutes les énergies comme quelque chose qui est essentiel et il faut l'économiser, il faut l'utiliser pour, je dirais, chaque gramme. Et c'est peut-être vers là qu'on se dirige.